une phrase qui m'a un peu tiqué. Oui, j'ai parlé de trahison. Oui, vous avez évoqué le mot trahison. Oui, j'ai parlé de trahison. Voulez-vous le confirmer devant des millions de téléspectateurs? Oui, je parle de trahison parce que lorsque... A-t-il été trahi ou il est arrivé à... C'est lui-même qui s'est trahi? Non, je parle de trahison lorsque Emerson, à moins d'une semaine, lorsqu'il vient et qu'il parle déjà de dédommager les fermiers blancs, pour moi, le Zimbabwe, dont les caisses sont vides, où est-ce qu'ils vont enlever l'argent pour dédommager ces gens si ce n'est pas leur restituer les terrains? J'ai vraiment peur pour le futur. Ok, vous avez terriblement peur pour le futur. Or, le plus grand risque, dit-on, c'est d'éviter de se risquer. Il a osé de se risquer, moi je ne sais pas. Professeur, parce qu'il a évoqué les successeurs de Mugabe. Alors, comment voyez-vous l'avenir de Zimbabwe avec le nouvel homme fort? Moi, je pense que... Il faut l'appeler homme fort? Non. Un traître? Non. Qui a trahi, trahira, ou c'est comment? Moi, je ne l'appelle pas homme fort. Ah bon? C'est lui a préparé un coup d'État du palais. Une révolution du palais. Il a créé une situation oui. qui lui a profité lui-même. Il connaissait Mugabe depuis son enfance. Okay. Vous voyez qu'entre lui et Mugabe, il y a beaucoup d'écart d'âge. Yeah. Il est à 75 et Mugabe à 93. Oui. Donc, Mugabe a grandi Emerson comme étant son fils ou comme étant son petit frère. Et il y a eu, à un certain moment, la relation de fils à papa ou d'un esclave au maître entre Emerson et Mugabe. Et il faut savoir, il faut se dire aussi une chose, parce que mon frère Sylvain a mentionné une affaire une chose, il a dit que où est-ce qu'ils vont tirer l'argent pour dédommager le blanc. Mais c'est là où j'ai dit que Mugabe a failli sur une mauvaise note. Vous savez, lors du déclenchement de la guerre d'agression au Congo, Laurent Désiré Kabila a fait entrer Mugabe, la Namibie, l'Angola, Mozambique et l'Afrique du Sud vers lui, contre l'Ouganda et les agresseurs, l'Ouganda et le Rwanda. Mais Mugabe en a profité pour prendre toute l'économie, donc toutes les richesses minérales du Congo, vers Zimbabwe. Mugabe professeur. Mugabe, je vous dis que Mugabe et Emerson Mnangagwa, je vous ai parlé du général que je travaille avec en Mbuji-Mayi, j'ai vu les avions atterrir les nuits pour prendre le diamant et même le sol du diamant pour amener au Zimbabwe. Donc ils se sont amassés. Ils se sont donc, moi je dirais c'était du vol. C'est du vol. C'est du vol carrément, et pas le butin de guerre, parce que la Sengamine, quand vous prenez la Sengamine, la mine qui a été créée, la société de diamants qui a été montée à Mbuji-Mayi. Donc c'était la société de Mugabe et Laurent Désiré Kabila. Et une fois qu'ils ont monté le coup d'assassiner Laurent Désiré Kabila, tout l'argent, tout le minerai, tout ce qu'il y avait dans le coffre-fort du Congo était pris par Mugabe, qui nous a imposé Joseph Kabila. Et depuis que Joseph Kabila est au pouvoir, Mugabe l'a entouré de 65% de ses effectifs qui le gardent. Qui gardent ses fermes, qui gardent tout. Pourquoi? Juste pour piller le Congo. Donc il y a l'argent effectivement pour dédommager les Blancs. Et cet argent viendra des minéraux pillés au Congo. Oui, je remercie le professeur pour cette parenthèse. Vous êtes servi. J'ai toujours demandé à Jean-Paul, mais c'est toujours l'épée, à Jean-Paul d'organiser une émission spéciale sur le Congo. Parce que j'ai toujours dit et j'insiste, le Congo, cette terre qui peut nourrir toute l'Afrique est victime de ses richesses. Donc, il faut vraiment du temps. Il faut des heures pour qu'on parle du Congo. Je remercie le professeur pour l'avoir évoqué. Alors, le Congo sera toujours victime parce que là-bas, tant que le pays sera immensement riche, tous ces pays, voilà, et même l'Europe, et tout, franchement, le cobalt, tous les téléphones portables, les laptops que nous utilisons. Sur le plan politique au Zimbabwe, c'est que... Il n'a pas encore terminé, professeur. Non, je dis qu'il faut une émission vraiment spéciale. Ça viendra. Il ne faut pas que ça tarde. Sur le plan politique au Zimbabwe, vous voyez qu'il y a une évolution.
ZANU-PF, oui. depuis 80 oui. jusqu'à aujourd'hui, presque 40 ans, oui. c'est le seul parti qui est au pouvoir. C'est Mugabe qui a été connu comme président du Zimbabwe. Donc moi je pense que Emerson, je crois sincèrement que Emerson Mnangagwa n'est pas le meilleur de président pour le Zimbabwe aujourd'hui. Mais je pense aussi que les hommes peuvent changer. Oui. Il a fait tellement beaucoup de bêtises, parce que c'est lui qui faisait les sales jobs de Mugabe. Les sales jobs de Mugabe, c'est lui qui organisait tout. Oui. Mais j'espère qu'il va saisir l'occasion pour se refaire et peut-être donner la chance au multipartisme de pouvoir croître au Zimbabwe. Moi, je pense que Emerson n'est pas la personne. Le nouvel homme fort. Oui, le nouvel homme fort. Pour moi, sa seule sortie, c'est d'organiser de bonnes élections l'année prochaine, parce que c'était prévu, et passer la balle à une nouvelle génération, parce qu'il y a des gens dans le ZANU-PF pour vraiment diriger. Il y a aussi de nouvelles personnes politiques sur le terrain, et vraiment pour installer et approfondir la démocratie. Sinon, lui, il est Mugabe. Mugabe, c'est lui également. Pour lui, venir au pouvoir, pour moi, c'est le boy qui est devenu très envieux. C'est le boy qui est devenu très envieux et donc qui a organisé le petit coup d'État du palais. Pouvons-nous lui faire confiance? Moi, personnellement, non. Parce que c'est le crocodile qui remplace les lions. Sylvain? Pas du tout. Oh là. Alors là, vraiment, nous sommes en train d'avancer, chers téléspectateurs. Vous sentez la chaleur qui est en train de sortir sur ce plateau de diaspora positive. L'Afrique, professeur, moi et, disons Sylvain et moi, nous nous sommes bâtis pour que cette Afrique-là puisse se développer demain après-demain. J'ai aimé le propos de professeur Noël Mbala qui est en train de nous suivre aussi, avec docteur Patrick au Gabon, Sylvain. Vous savez, le développement de l'Afrique, tout devrait commencer maintenant. Il ne faut pas attendre, il ne faut pas compter sur les communautés, c'est pas appeler les Blancs, non. C'est une affaire des Africains. Voilà pourquoi nous primons sur diaspora positive l'esprit panafricaniste. Professeur, le développement de l'Afrique, une fois de plus, les gens croient que non, quand on a construit des routes, on a développé le pays. Une petite réaction, 30 secondes? Non, moi je pense qu'il est temps que les Africains se ressaisissent. Vous savez, quand nous sommes venus aux études dans les années 70-80 en Europe et en Amérique du Nord, il y avait des associations des Africains partout en Occident. Où sont parties ces associations? Tous nos étudiants étaient organisés en associations panafricaines. Moi, je pense qu'il est temps, parce que ces associations panafricaines étaient le socle même du développement sur le continent. Vous n'oubliez pas que Nkrumah a été formé ici. Il est parti d'ici pour aller libérer le Ghana, et par le Ghana, on a libéré toute l'Afrique. Donc, il faut qu'il y ait une symbiose entre la diaspora africaine, qui étudie dans des grandes écoles de l'Europe, de l'Amérique du Nord et partout, et plus ceux qui sont restés en Afrique. Mais il faudra aussi relancer le panafricanisme, parce que c'était notre laboratoire des idées et d'actions pour accompagner le développement du continent. Donc le temps est venu pour que les Africains, parce que tout à l'heure, mon ami Sylvain dit ceci, il dit qu'il faut qu'on se penche, que les Africains se penchent sur la question du Congo. Et j'ai toujours dit, partout où je passe, que les dossiers congolais, c'est les dossiers panafricains, c'est les dossiers des Africains d'abord. Ce n'est pas les Congolais celles qui peuvent trouver la solution du Congo, parce que le Congo renferme des ressources qui peuvent nourrir et grandir l'économie de l'Afrique. Donc il faudra qu'à un certain moment qu'on mette nos attentions en tant qu'Africains, en tant que panafricains, sur ce qui se passe exactement en Afrique, pour que nous puissions accompagner l'élan de la démocratie, la sécurité, la stabilité, la bonne gouvernance, le respect des droits humains. Donc ce sont des questions qui doivent accompagner notre développement durable. Merci professeur. Debougou, Sylvain. Oui, je pense que l'Afrique a tout ce qu'il faut pour se développer. Effectivement. Aujourd'hui, il faut que nous reprenions le bâton du pèlerin. Je l'ai déjà dit au professeur. Il faut qu'on commence à
réorganiser ce panafricanisme qui, ma foi, avait vraiment baissé de l'aile parce que la diaspora africaine que nous représentons a un rôle à jouer dans cette Afrique. Pour l'instant, ce que nous avons en Afrique comme dirigeants, je les appelle les sous-préfets des Occidentaux qui les représentent là-bas, il faut que nous travaillions en symbiose au niveau de l'Afrique. Il ne faudrait pas que le problème congolais, on parle de problème congolais, problème ivoirien ou camerounais. Ouais. Il faut qu'on travaille en symbiose. Il faut qu'on travaille en symbiose parce que le diviser et régner, que nous dénonçons depuis, existe. Alors si nous voulons rester chacun dans son coin, les gens vont toujours régner sur nous. Les gens vont continuer, comme disait, diviser pour bien régner, tout ça. Nous sommes en train d'avancer. Chers téléspectateurs, vous êtes bel et bien branchés sur Diaspora Positive TV qui est en train d'émettre en direct de la ville de Londres et nous sommes sur Olivier TV. Cette chaîne à caractère international qui fait la fierté de la communauté francophone de par le monde. N'est-ce pas, professeur? Effectivement, j'en profite pour vous féliciter, vous et votre collègue Sylvain, pour cette initiative combien louable qui parle des questions qui nous tiennent à cœur. Donc les questions du développement, donc de la vision future de l'Afrique. Donc en tout cas, c'est une bonne initiative qu'il faut encourager et nous demandons aux Africains de pouvoir soutenir une telle initiative et de pouvoir suivre pour connaître, comprendre ce qui se passe effectivement sur le continent parce que nous devons parler pour nous-mêmes. Mais je me dis que nous ne sommes pas ici en train d'exclure nos relations avec nos partenaires occidentaux, mais nous voudrions que nos relations soient conçues et que, de manière à ce que nous tous nous puissions être le premier profiteur de ce que nous avons sur le continent. Ça veut dire qu'il faudra que ces relations changent. Nous ne pouvons plus continuer avec des relations de maître à esclave, mais nous avons besoin d'avoir des relations équilibrées qui permettent à l'Afrique de se développer, et parce qu'il n'y a pas une démocratie pour le blanc et une démocratie pour les noirs. Non. Il n'y a pas de droits humains pour les noirs et les droits humains pour le blanc. Mais ce que nous voulons ici, c'est que nous puissions travailler tous ensemble pour le même objectif, parce que la terre est grande pour tout le monde. Dieu a donné beaucoup de ressources sur cette terre. Nous devons le partager tous ensemble. Et de manière équitable. Et la justice sociale doit régner dans la redistribution des ressources que nous avons. Voilà un peu ce que je peux dire. Professeur Sylvain. Oui, oui, l'équilibre. Une réaction à chaud par rapport au professeur. Oui, mais c'est cela, je crois. Comment vous vous sentez? Oui, je me sens très en forme. Il faut l'équilibre dans la division, il faut le respect sur les tables de négociation. Actuellement, au moment où nous parlons à Abidjan, l'Union africaine et l'Union européenne vont se passer mercredi. Et je pense que ceux qui nous représentent entre griffes, qui sont supposés représenter les intérêts de l'Afrique, sauront le faire. Parce qu'il ne faut pas aller dire 8 mètres et demain plier bagage. Parce qu'il faut changer la condition humaine en Afrique. Très bien, chers téléspectateurs, nous sommes en train d'avancer. Je crois que vous n'allez pas regretter le passage éclair du professeur Julien Tiakoudia, qui est expert en lobbying international. Professeur, la Libye. Franchement, là, je ne sais même pas comment nous allons commencer par présenter ce dossier pour la deuxième fois consécutive. La Libye qui est partie, aujourd'hui, c'est pas, nous avons titré ça la poudrière libyenne. Il s'est passé des histoires, selon nos recherches ou l'investigation que nous avons menée, mais ce dossier ne date pas d'aujourd'hui. C'est un vieux dossier qui date de plus de 2 ans. Alors, on semblait négliger, oublier, mais aujourd'hui, tout le monde s'est réveillé, peut-être avec un retard de 2 ans. Oui, mais parce que en Libye, il n'y a pas d'État. Depuis l'assassinat de Kadhafi, que je déplore toujours, et qui était une complicité de Sarkozy, et un mensonge cousu de Sarkozy, ça c'est connu, et qui a emballé tout le monde dans un mensonge, jusqu'à éliminer physiquement Kadhafi. Et Kadhafi avait dit des choses avant le départ. Il avait dit que bon, je suis comme un mur qui bloque le chaos. Et dès que vous allez écrouler le mur, vous allez vous retrouver devant le chaos. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'État en Libye. Il n'y a pas, parce que ce qui se passe
en Libye, en rapport avec les traitements inhumains de nos frères noirs. Mais c'est catastrophique. Oui. On dirait les Arabes, mais